Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée du Cercle. Notre conférence du jour, elle est parrainée par BNP Paribas Banque Privée et elle a pour thème automobile de collection, investissement ou passion. Pour en débattre comme chaque mois, 4 grands experts mondialement connus et reconnus. J'ai cité Pierre de Pelgard, Benjamin Gué, Samuel Lelarge, François Alain. Et nous commençons par retrouver Pierre de Pelgard pour une présentation de l'activité banque privée du groupe BNP Paribas. D'abord, merci à tous d'être venus ce soir. On est toujours ravis d'accompagner le Wine and Business Club. Et comme le disait Alain, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est bien. Et voilà, c'est toujours avec grand plaisir. Moi, je ne vais pas parler de 10 minutes. Hein, je vais dire juste BNP Paribas, vous connaissez. Le groupe BNP Paribas. À l'intérieur du groupe BNP Paribas, il y a un métier de banque privée que nous exerçons en France sur l'ensemble du territoire national. Là, je parle vraiment pour la France. Et à l'intérieur de cette banque privée, nous avons un département gestion de fortune pour les plus hauts patrimoines. Et donc, j'ai la responsabilité de cette activité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des banquiers privés. L'équipe, c'est à peu près 77 banquiers privés répartis sur l'ensemble du territoire national. Et puis, nous proposons à nos clients tous les 3 métiers de la banque, je dirais, c'est-à-dire le métier d'investissement. Donc, nous avons des conseils pour tout ce qui est investissement. Nous sommes une banque, donc nous faisons le deuxième métier, c'est un métier de crédit. Nous sommes prêteurs d'argent, donc nous pouvons faire du crédit à nos clients. Et dans la gestion de patrimoine, je le redis toujours, ce n'est pas toujours intuitif, mais le crédit est une composante importante de la constitution de son patrimoine et de l'organisation de son patrimoine. Et puis nous faisons, et ça c'est peut-être notre spécificité chez BNP Paribas Banque Privée, c'est que nous faisons également la banque du quotidien, ce qui évite à nos clients d'avoir une banque retail à côté de leur banque de gestion de patrimoine. Donc voilà notre ADN. Nous sommes accompagnés, les banquiers privés sont accompagnés par un certain nombre d'experts, dont l'ingénierie patrimoniale. Et Benjamin, qui est à côté de moi, fait partie de cette équipe. Et donc c'est eux qui, à côté du banquier privé, vont avoir une connaissance assez fine du groupe familial de nos clients pour essayer de les conseiller au mieux dans leur organisation patrimoniale. Voilà rapidement résumé qui nous sommes. Merci beaucoup Pierre. Benjamin, donc déjà avant de parler du sujet, tu adores le vin, c'est ça? J'aime beaucoup le vin, Ouais. exactement. Tu as des régions favorites ou Alors c'est simple, toutes. Avec une petite préférence pour le Bordeaux, évidemment. Ça tombe bien parce que je crois qu'il y en a ici ce soir. Mais oui, il y a aussi de la vallée du Rhône voilà, avec la maison de Las, qui est une belle maison encore. Alors, on parle un peu du système bancaire, fiscal qui entoure ces voitures de collection? Absolument, on y va. Alors avant que nous soyons éblouis par les beaux véhicules dont vont nous parler les intervenants suivants, je vais moi brièvement vous évoquer quelques points clés sur la fiscalité des véhicules de collection. Alors c'est moins romantique évidemment, mais c'est tout aussi utile. Dans mon garage, depuis des années, j'ai cette voiture que vous reconnaissez tous, voilà, qui n'a pas de plaque d'immatriculation, et je m'interroge sur l'opportunité ou non de la faire immatriculer en véhicule de collection. Parce que aux yeux de l'administration fiscale, qu'est-ce qu'un véhicule de collection? Alors c'est tout d'abord un véhicule dont la production a cessé, qui a plus de 30 ans et qui est dans son état d'origine. Donc on accepte évidemment les réparations et les rénovations dès lors que le véhicule est maintenu dans un bon état historique. À ces 3 critères de l'administration, on en ajoute 2, quelle que soit leur date de fabrication, les véhicules qui ont participé à un événement historique, comme un mariage royal par exemple, ou alors les véhicules qui ont été conçus et utilisés en compétition avec un palmarès sportif tout de même significatif. Donc de cette liste assez concrète, on exclut les véhicules modernisés, modifiés ou les répliques. Bon, alors maintenant ça tombe bien, je sais que ma Méhari, vous l'aurez reconnu, est éligible à la qualification de véhicule de collection. Comment faire? Alors en fait, c'est une démarche à effectuer, parce que la qualification de véhicule de collection n'est ni obligatoire ni automatique. Il faut obtenir une attestation de la FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, ou alors du constructeur. J'aurai donc le droit, avec cette attestation, de rouler partout en France et à l'étranger, sans les horribles vignettes critères, j'aurai pas de problème de ZFE. Je pourrai ensuite avoir de belles plaques d'immatriculation historiques avec des chiffres blancs sur fond noir, un contrôle technique allégé, tous les 5 ans et pas tous les 2 ans. Et pour la petite anecdote, du temps de l'ISF, j'aurais pu en avoir autant que je voulais parce que le véhicule de collection
était exclu de l'assiette imposable. C'est bien ça. Tout à fait, pourvu que ça dure. Oui. Seul petit bémol, je ne peux pas faire d'utilisation professionnelle de mon véhicule de collection, c'est vraiment un véhicule passion. Je ne peux pas transporter des gens, sauf à titre exceptionnel, par exemple la Jeep du débarquement pour aller d'un mémorial à un autre, et je ne peux pas faire de location. Voilà, sous ces réserves, bon, très bien, je suis tenté, j'aime vraiment pas les vignettes critères, je me lance, j'ai inscrit ma Méhari en véhicule de collection. Maintenant, le temps passe, je l'ai rénovée, restaurée, elle est belle, en faire pâmer de jalousie le Méhari Club Cassis. Mais bon, je m'interroge, est-ce que je la donne, est-ce que je la transmets, est-ce que je la cède? Alors, j'ai plutôt envie de la vendre, ma Méhari. Il faut savoir, contrairement à un véhicule de tourisme, que la plus-value de cession d'un véhicule de collection est imposable. Sauf si je la vendais mal, à moins de 5 000 €, auquel cas je n'aurais pas de déclaration à effectuer, soit si je la vendais à un musée. Sous ces réserves, pour vendre un véhicule de collection, il y a 2 régimes d'imposition au choix. Le premier, il est simple et efficace, c'est l'imposition du prix de cession, à hauteur de 6,5%. On n'a aucune justification requise, pas de prix de revient, pas de prix d'acquisition. Le deuxième est un peu plus subtil, c'est l'imposition de la plus-value de cession. Pour bénéficier de ce régime optionnel, qui est à 36,2% de la plus-value de cession après un abattement pour durée de détention, il faut être en mesure de justifier de la date et du prix d'acquisition, ou alors d'une détention de plus de 22 ans. Si vous détenez votre véhicule de collection depuis plus de 22 ans, vous avez une exonération totale de la plus-value de cession, sachant que cet abattement pour durée de détention commence à courir après 2 ans de détention et à hauteur de 5% par an. Voilà, j'ai juste faire un bref focus sur ce régime imposable. Donc, l'assiette d'imposition, c'est la plus-value imposable. C'est une équation très simple, c'est le prix de cession stipulé dans l'acte, moins les frais qui ont été générés, auquel on retranche le prix d'acquisition. Alors, le prix d'acquisition, si vous avez acheté votre véhicule de collection, ça va être tout simplement le prix d'acquisition, plus les frais d'acquisition, plus les éventuels frais de restauration ou de rénovation que vous auriez réalisés. Si vous avez reçu par donation ou succession votre véhicule de collection, on prendra la valeur de l'acte de donation ou de succession, plus les droits, plus de nouveau les frais de restauration ou de rénovation. C'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous faites ces travaux de restauration sur votre véhicule de collection, de garder les factures qui vont diminuer la plus-value imposable. Bon, ça c'était pour la vente. Maintenant, j'ai une âme philanthropique et j'ai plutôt envie de donner ou de transmettre mon véhicule de collection. Alors, ce n'est pas parce que c'est un véhicule de collection qu'il y a une quelconque exonération de droits, malheureusement. Donc il faut savoir que si une vente publique intervient dans les 2 ans de la donation ou du décès, on prendra comme valeur imposable le prix retenu dans cette vente. Maintenant, à défaut de vente publique, on prendra la valeur la plus élevée au choix, soit d'un inventaire qui aurait été réalisé, soit d'une déclaration estimative des parties. Sous ces 2 réserves, il est important de savoir qu'en matière de donation, la valeur imposable de votre véhicule de succession ne peut être inférieure à 60% de la valeur indiquée dans le contrat d'assurance. Et en matière de succession, il n'y a plus question de pourcentage, on prend la valeur mentionnée dans le contrat d'assurance. Voilà, j'en ai terminé pour ces points clés. Je laisse la parole aux professionnels qui vont nous éblouir. Combien ça vaut une Méhari? Juste avant, là, monsieur François, là, une Méhari en bon état, celle dont parlait tout à l'heure Benjamin, à peu près. En fait, le gros avantage de la Méhari, c'est que c'est une des rares voitures françaises qui peut être reconstruite de A à Z, parce que toutes les pièces existent. Donc aujourd'hui, avec une épave et une carte grise d'épave, on peut reconstruire sa voiture à neuf. Ouais. Ça vaut, dans ces cas-là, quand la voiture est entièrement reconstruite, ça vaut dans les 30 000 €. À 30 000 € quand même. Ouais, un peu moins, ça dépend de ce qu'on prend, mais bon, ça peut être ça. Aujourd'hui, sinon, sur le marché de l'occasion, enfin de la collection, une Méhari, ça démarre à 8-10 000, ouais. Et on en a des chouettes à 15 000. On commence à trouver des voitures vraiment, vraiment belles. Donc il y a un petit peu tous les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Méhari, il y a un petit peu tous les états, puisque c'est une voiture qui généralement sert pour les vacances, en bord de mer, donc dans des endroits salins. Et effectivement, le Méhari Club de Cassis et d'autres
refabrique depuis quelques années des châssis qui sont en galvanisé, ce qui évidemment change la donne parce que ça permet d'avoir des voitures qui durent beaucoup plus longtemps. Et donc effectivement, il y a maintenant sur le marché de l'occasion des voitures avec des châssis galvanisés qui a priori se conserveront Mieux, quoi. au-delà de notre espérance de vie personnelle. Samuel, tu nous parles un peu de ta société. Tu l'as créée quand exactement? 2019. 2019. Tu faisais quoi avant? Tu étais à l'école ou quoi? Pas loin. T'as quel âge? J'ai 28 ans aujourd'hui. 28 ans. Aujourd'hui en plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, J'ai enfin, 28 ans en ce moment. Ah, en ce moment, d'accord. Alors le concept, parce que là tu surfes sur... bon, d'abord, tu aimes beaucoup les gens qui aiment bien les voitures. Oui, j'aime bien tout le monde d'ailleurs. Hein. Ouais, Pas que les gens qui aiment les voitures. Hein. Alors raconte-nous un peu, d'où vient l'idée et comment tu as également financé tout ce beau projet? Oh bah alors l'idée, je refais l'histoire sans partir de zéro, mais pas loin. Petit, passionné d'aviation, 10 ans des lunettes. Donc je me dis, bon, bah, l'aviation de chasse, c'est fini. Donc je me réoriente vers les voitures, ce qui marche avec des lunettes. Et puis, arrivé à 18 ans, je me rends compte que j'ai très envie de rouler dans des voitures de sport, mais j'ai évidemment pas les moyens. Donc je vais voir l'associé de ma tante, qui lui a des voitures de collection. Une voiture de collection, et je lui dis, écoute, ce que je te propose, c'est que toi, tu as de l'argent, mais pas de temps, et moi, c'est l'inverse. Donc si tu veux, je répare ta voiture, et en échange, on a tous les droits, le droit de la conduire, quoi. Et tu avais le permis quand même? J'avais le permis quand même. Ouais. Et l'aventure démarre comme ça, c'est un échec total évidemment, hein. La voiture est une épave, j'arrive rien à refaire, je passe mes nuits dessus et mes week-ends dessus. Et il me dit, écoute, on va pas rester sur un échec, on achète une autre voiture et on démarre. Et donc on achète un petit cabriolet des années Fiat des années 70. Et en fait, il prend goût à l'automobile de connexion. Il en achète 2, 3, 4, 5, 6. Moi en parallèle, je fais des études, c'est vrai. Et donc je fais un IUT en génie électrique et donc je travaille dans l'industrie en même temps. Et pendant que je travaille dans l'industrie, je commence à avoir des missions de plus en plus longues. Je termine mes études et je pars en Russie, je pars en Slovaquie, etc. pour gérer des projets industriels. Et je me rends compte qu'en fait, quand je suis pas là, les autos, le jour où il vient les prendre, y en a une qui a un pneu à plat, il y en a une qui a plus de batterie. Enfin, tous ceux qui dans la salle ont des voitures de sport ou de collection savent que oui, si les joies. Ouais, si on s'en occupe pas, c'est rapidement un plaisir qui devient une contrainte. Et puis j'évolue dans ma boîte et en fait un jour j'ai 23 ans et je me rends compte que là où je suis, l'évolution est à peu près terminée vu que la place au-dessus de moi c'est le patron de la boîte. J'ai l'occasion de rentrer dans un grand groupe allemand, ce qui me branche relativement moyennement. J'ai rien contre les Allemands ni contre les grands groupes, mais c'était juste pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et je décide, je vais le voir et je lui dis écoute, on va faire un truc, c'est que je vais lancer un service de gardiennage conciergerie pour les propriétaires de véhicules de collection ou de sport. Et si tu es OK, tu vas être mon premier client. Et si tu es vraiment très OK, j'aimerais bien que tu sois mon premier investisseur. Et donc on démarre comme ça, on démarre dans un petit garage à Orléans, on va dire à peu près globalement en septembre 2019. Donc là je suis tout seul, je fais tout, la mécanique, je livre les voitures, j'apporte à peu près tout le service. Donc la mission de Cars Up c'est quoi? C'est d'accompagner des propriétaires de véhicules de collection ou de sport dans leurs besoins du quotidien avec un service d'entrée qui est le gardiennage sécurisé, qui est un peu le besoin premier qu'on peut avoir quand on a une voiture de collection ou de sport. Et puis après, on a greffé dessus petit à petit des services qui vont de services très classiques, genre nettoyage de la voiture ou livraison à domicile, jusqu'à des services très complets comme de la restauration, de la recherche personnalisée de véhicules, de l'achat-revente, de l'assurance, etc., etc. Donc l'aventure démarre comme ça. Évidemment, il y a un truc qui s'appelle le Covid qui arrive au milieu. Donc finalement, je fais un peu plus de temps tout seul que prévu. Et puis en 2020, premier salarié. 2021, on ouvre à Paris. Fin 2021, on a 2 conciergeries à Paris. On commence à avoir une centaine d'autos. On fait une petite augmentation de capital, enfin une petite levée de fonds en, je dirais, avril 2022. Combien? 700 000. 700 000. Ce qui nous permet de racheter notre principal concurrent, un des plus gros acteurs du gardiennage en Europe, qui est à La Défense, avec pratiquement 600 autos. Peut-être que certains d'entre vous y sont déjà allés d'ailleurs. Comment il s'appelait? La Compagnie des Remisages. D'accord. Voilà. Et donc numériquement, on se retrouve d'un seul coup à avoir beaucoup d'autos. Et puis là, on accélère considérablement. On ouvre la Belgique l'année dernière. En fin d'année, on est à peu près à 800 autos en gestion, 900 autos, ce qui fait de nous pratiquement le premier acteur européen. Et aujourd'hui, cette année, en avril, on a levé 6 millions d'euros avec un industriel. Et aujourd'hui, voilà, on a une vingtaine de sites, une soixantaine de collaborateurs, à peu près 1500 autos en gestion. Et on est présent en France, Belgique, Suisse et UK. Et donc, on internalise petit à petit un bon nombre de services pour pouvoir accompagner de plus en plus nos clients. On a eu un gros travail autour du digital pour apporter toute une solution simple pour que nos clients puissent suivre leurs autos, commander des services,
suivre leur garage, leur collection, enfin bref, tout ce qu'on a envie de suivre quand on est propriétaire d'un véhicule d'exception. Et puis voilà, le futur maintenant, c'est de pouvoir distribuer du service à domicile pour toutes les autos, enfin tous les propriétaires qui ont leurs autos chez eux. Voilà, donc ça, c'est le travail des 2-3 prochaines années pour nous, pour pouvoir s'adresser en fait à 100% du marché, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui encore. Donc voilà. Et effectivement, pour parler de l'automobile d'exception en général, hein, vu que on en a parlé un petit peu avant et puis on en parlera encore plus après, mais c'est effectivement un marché qui est en pleine expansion, à la fois la véhicule de collection et le véhicule de sport moderne. On voit que Ferrari, Porsche, etc. Connaît des records historiques chaque année. Hein. C'est un marché qui est en pleine croissance. 500 milliards d'euros dans le monde, 2% de croissance annuelle, malgré le contexte qui est quand même relativement tendu en ce moment. Donc c'est assez exceptionnel. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que contrairement à il y a 20 ans, où quand on achetait une Ferrari, on passait le pas de la porte du concessionnaire, on a déjà perdu 100 000 francs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec une utilisation, je veux dire, intelligente de son véhicule, on arrive à avoir un plaisir qui, en termes de résultats financiers, n'est pas si négatif à l'arrivée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et dernière chose que je dirais, j'essaierai de conclure là-dessus, mais c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est pas une conclusion globale, c'est plutôt mon point de vue, mais c'est que l'automobile traditionnelle devient progressivement un sujet de mobilité. On parle de moins en moins d'achats d'ailleurs dans la voiture, hein, on parle de location, de services, etc. Et que d'une certaine manière, peut-être que l'avenir de l'automobile, c'est l'automobile d'exception, en tout cas, en bien et collectionné, etc. quoi. Et tu as 1500 donc, voitures en parc à date, Samuel. Ça Oui. correspond à combien de propriétaires différents? On a à peu près 1000 propriétaires, un peu moins de 1000 propriétaires. D'accord. Et on a une valeur de parc d'à peu près 250 millions d'euros. Mais tous ces gens-là qui sont anti-bagnole, tu vas déposer le bilan bientôt, toi, non? Il y en a un Euh, paquet qui détestent les En tout bagnoles, cas, les non? tendances nous montrent pas ça, mais après, non, justement, la tendance est justement à acheter des autos d'exception, à les utiliser parce que les gens veulent profiter de ces autos aussi, et puis de les conserver dans des conditions, les conditions les plus sûres possibles. En tout cas, c'est sûr que c'est un marché qui est très dynamique, et nous, on le voit au quotidien. Et tes clients, ils sont là par passion ou parce qu'ils font également un bon placement ou les deux, mon commandant? Bah, c'est les deux, hein, il n'y a pas de mauvaise raison d'investir. Hein, Bien sûr, les gars. Mais non, c'est quand on a une passion qui peut ne pas nous coûter en termes de. Je parle toujours en termes de résultats parce que évidemment les autos, il faut quand même les acheter en termes de cash. Mais quand on a des autos qui nous coûtent pas un bras à l'arrivée, bah c'est bien, c'est intéressant. Et quand on fait une opération financière dessus, c'est encore mieux, quoi. François, donc tu as essayé combien de voitures dans ta vie, toi? Alors ça, je n'en sais absolument rien. À parce 10 000 que- près. Hein. À 10 000 près, je ne sais pas. Beaucoup Mais en tout cas. Quoi. beaucoup. 2 Alors, roues, 3 roues, 4 roues, 6 roues. Enfin, Tu as écrit 14 bouquins, au moins 14 livres sur les voitures de collection, donc tu es vraiment la bonne personne pour être avec nous ce soir. On te remercie d'être également présent. Raconte-nous, alors état des lieux, bon plan, mais c'est d'abord une voiture et une voiture doit rouler. Oui, alors moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Samuel. Je pense qu'effectivement on est aujourd'hui à un carrefour historique où d'un côté le véhicule de tous les jours devient un véhicule de mobilité avec effectivement la notion de propriété qui nous est à tous chère parce qu'on a un certain âge qui est en train de s'évaporer vers de la location, vers plein d'autres formes. Et du coup, et quelque part c'est pas plus mal, du coup on se retrouve aujourd'hui, je pense, avec finalement les voitures de collection et les voitures, je dirais GT, sportives, etc., qui sont plus, dans la majeure partie des cas, des véhicules d'utilisation quotidienne, un peu dans la même famille. D'où le développement de conciergerie, qui est tout à fait dans la logique des choses. Et effectivement, les gens qui ont un véhicule lambda pour se déplacer tous les jours ont envie d'avoir un véhicule plaisir, qui peut être soit un véhicule ancien ou très ancien, ou un véhicule récent, voire tout à fait actuel, mais qui n'est de moins en moins un véhicule d'usage courant, même si certaines voitures comme la 900 sont des voitures qui peuvent tout faire. Mais en gros, il y a vraiment une séparation, je trouve, de plus en plus entre la voiture d'usage et la voiture passion, qu'elle soit jeune, moins jeune, pas jeune du tout ou très jeune. Donc ça, c'est assez logique. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a le choix entre véhicules de collection ou pas de collection. Il y a juste un petit détail. Alors, j'ai appris, merci, j'ai appris qu'effectivement, quand on était en véhicule de collection, on était imposable en cas de succession. Ça, c'est un détail auquel je n'avais pas pensé. Mais bon, bref, à l'inverse, ce que les gens savent peu, c'est qu'un véhicule qui est classé en collection, en cas de VGA, c'est-à-dire de véhicule gravement accidenté, la différence entre un véhicule de collection et un véhicule en carte grise normale, c'est que si vous avez une voiture en carte grise de collection qui a un grave accident, là où votre assureur vous dirait en temps normal, pop, 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 on la retire de la circulation, direction la casse,
Là, aujourd'hui, avec une carte grise de collection, vous avez le droit de veto. Et c'est important de le savoir. C'est-à-dire que si c'est une voiture qui vient de votre arrière-grand-père et que vous vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux et que vous êtes prêt à y mettre 3 fois le prix qu'elle vaut, on ne peut pas vous la retirer. Bon, c'est un petit détail, mais c'est un détail qu'il faut rappeler parce que dans certains cas de figure, ça peut être important de le savoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément su. Il y a un deuxième détail que les gens ne savent pas tous, c'est que la carte grise de collection, depuis 2021, est réversible. C'est-à-dire qu'on peut être en carte grise de collection et revenir en carte grise normale. C'est une procédure pas connue, mais tout à fait officielle, et qui est donc récente. Et beaucoup de gens hésitent à aller à la carte grise de collection parce qu'ils disent « Oh là là, une fois que je serai en carte grise de collection, je ne peux pas faire marche arrière. » Donc c'est faux, puisque maintenant on peut. Et c'est assez récent, mais il faut le savoir. Ensuite, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur l'évolution du marché de la voiture de collection tant que la législation ne change pas. On a toujours ce risque-là. Moi, le discours que j'essaye de faire en tant que passionné, journaliste, tout ce qu'on veut, c'est de dire à tous les gens décideurs au niveau de l'État, c'est que n'oubliez jamais que la voiture de collection génère aussi un business important au niveau des artisans français, et donc de la TVA, par définition. Et donc, changer les règles du jeu risquerait de faire partir complètement à l'étranger beaucoup de voitures. Il y en a déjà beaucoup, malheureusement, qui sont partis, notamment dans les ventes. Et si on maintient cette espèce de possibilité d'avoir des véhicules de collection avec un minimum de possibilités pour rouler, évidemment, parce que si c'est pour la regarder dans son salon ou dans son garage, c'est moins passionnant, ça permet de sauver beaucoup d'emplois, ça permet de sauver aussi des métiers très spécifiques qu'on a en France depuis très longtemps, dans la sellerie, la peinture, la carrosserie, la motorisation, les équipements, enfin bref, beaucoup de choses. Et donc il faut vraiment que le mot patrimoine reste le mot magique qui serve dans l'automobile comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Mais c'est vraiment le mot magique qui permet de rappeler que en France, on a une histoire importante, une histoire. Je dis toujours que c'est en France qu'on a inventé l'automobile parce que c'est vrai. Ce n'est pas nos amis allemands qui ont inventé l'automobile, c'est nous. Il y a eu plusieurs antécédents historiques qui prouvent que c'est bien français. Enfin bref, que ce soit français ou allemand, c'est pas bien important, mais l'important c'est voilà, c'est qu'on est vraiment le berceau de l'automobile. Le circuit du Mans est le circuit le plus connu au monde. On est quand même la nation de l'automobile. Et c'est vrai qu'il est important de le considérer comme un patrimoine, notamment vis-à-vis de nos ennemis, entre guillemets, ceux qui détestent l'automobile à tort ou à raison, enfin souvent à tort. Et donc il faut défendre ça sous l'étiquette patrimoine. Moi, c'est mon opinion. L'émission que je fais sur RMC depuis maintenant 8 ans, elle a très clairement pour but d'intéresser un public beaucoup plus large que les hommes de 19 à X années. Donc moi j'essaye vraiment de faire un produit tout public et d'intéresser notamment les enfants, parce qu'il est hyper important que les enfants d'aujourd'hui soient les collectionneurs de demain. Et c'est vrai que ça c'est vraiment la question cruciale, parce que nos enfants évoluent dans un milieu qui est quand même très autophobe. Et je pense qu'il est vital, et moi je suis hyper heureux quand j'ai des gamins qui viennent me voir sur des salons, des expos, des manifs, et qui manifestement regardent l'émission, enfin l'émission la mienne et celle des autres. Hein, Ça représente combien de téléspectateurs, ton émission et aussi Automoto et Turbo, hein? Alors, en fait, oui, il y a 2 catégories d'émissions en France aujourd'hui. Il y a vraiment les magazines d'actualité que sont essentiellement Turbo et Automoto. Et puis, ce qu'on fait nous sur RMC, des émissions de divertissement, et le mot n'est pas péjoratif, il ne me fait pas peur. Donc c'est de la fiction de divertissement avec des émissions extrêmement variées. Mais nous, évidemment, comme sur RMC, petite chaîne aujourd'hui, on fait de la production française, et c'est très chouette de pouvoir le souligner, parce que c'est pas du rachat de programmes étrangers, de moins en moins, c'est maintenant de la création et de la production française. Aujourd'hui, Vintage Mécanique, je crois, touche 47 millions de personnes à l'année. C'est énorme. C'est énormissime. Et Turbo et Automoto sont stables également, il n'y a pas de baisse? Ça se tient, c'est-à-dire qu'en fait, nous, par le jeu du cumul d'audience, évidemment, on est devant. Mais les émissions comme Automoto et Turbo ont un rôle fondamental, parce que c'est eux qui tiennent en haleine les gens sur l'actualité auto. Et évidemment, ils font de plus en plus de sujets anciens, et tant mieux. Moi, je le prends pas mal, au contraire. Je veux dire, c'est très très bien, parce qu'ils ont effectivement le problème d'avoir des téléspectateurs qui leur disent bon bah ok, la voiture électrique c'est bien mignon, mais on en a un peu ras la casquette. Donc, comme eux font de l'actualité, et que l'actualité c'est de plus en plus de la voiture électrique, il faut, et ils ont raison, de compenser par des sujets un peu plus funny que de la voiture électrique.
Et demain, pour Turbo, là, qui va remplacer Dominique, on embrasse très fort, un grand amateur de vin aussi. Je ne sais pas, Dominique est irremplaçable. Donc, Absolument. on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Alors, Dominique, c'est Turbo et Turbo, c'est Dominique. Donc la question est. et d'ailleurs, c'est l'animateur hein, le plus ancien du PAF. Absolument. À C'est être le- toujours animateur de la absolument. première mission. De mémoire, c'est 91 dans les années 87. 87. Avril ouais. 87, Ouais. Turbo. Quel conseil tu peux donner, François, à des amateurs qui veulent investir et acheter une voiture de collection? Il faut faire attention à quoi? C'est quoi les risques potentiels? Alors, les risques ils sont nombreux, évidemment, parce que c'est un univers où il y a, comme partout, des gens sérieux et des rigolos. Donc ça, il faut Quelques noms de rigolos, histoire qu'on les élimine. Non, j'en ai pas spécialement, mais il y en a plein. Non, Donc, et même au sein d'un même atelier de restauration, bah, c'est comme partout. Parfois, on est très heureux du résultat, parfois, on est déçu. Bon, il y a aussi des gens qui sont très procéduriers, il faut être clair. Donc, il y a aussi des gens qui sont un peu casse-pieds et qui rouspètent pour tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme arnaque, par exemple? Les arnaques dans les Alors, voitures? dans les voitures, notamment les voitures réimportées des États-Unis, il y a quand même beaucoup il y a à boire et à manger, vraiment. Donc, moi, je dis toujours aux gens de ne pas hésiter quand on veut acheter une voiture à se faire aider par quelqu'un qui connaît la voiture. Parce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui, très clairement, par marque, voire par modèle au sein d'une marque. Et donc, ne pas hésiter à se faire conseiller par des gens qui connaissent vraiment le modèle précis. Alors, au sein des clubs, par exemple, il y a aussi des gens qui sont très pertinents et très experts au sein des clubs. Il y a des experts automobiles, hein, c'est aussi leur métier. Donc, il ne faut pas hésiter. Et c'est important parce qu'il y a évidemment, comme dans tout domaine, des arnaques possibles. Ensuite, moi, je prêche pour les gens qui roulent, c'est-à-dire qu'acheter une voiture en tant qu'investissement, c'est très mignon. Je comprends parfaitement la démarche, mais moi, je fais partie de ceux qui disent, si vous achetez un véhicule en espérant le revendre plus cher plus tard, je ne peux pas vous dire le contraire, mais roulez avec. Ouais, Pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce qu'une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture qui s'abîme. Une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture sur laquelle les pneus vont durcir, vont craqueler, tous les joints pareils, toutes Oui, les mais ça durites fait du pareilles. boulot pour Samuel, tout ça. Ça fait du boulot pour Samuel, mais c'est aussi pour ça Pas qu'il y a une d'oublier logique. Samuel, hein, Il y a une logique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les services de conciergerie se développent notamment grâce à ça, et tant mieux. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont envie de rouler avec leur voiture une fois de temps en temps. Oui. Et dans la salle, j'en connais quelques-uns qui ont eu les mêmes galères que je connais aussi, qui sont que voilà, on va débouler dans notre parking en se disant tiens, aujourd'hui, je vais faire Et ben, ça sortir démarre telle pas, voiture, ça démarre et ça pas. démarre pas. Ouais. Donc c'est vrai que les systèmes de conciergerie permettent Et effectivement selon ça. toi, François, qu'est-ce qu'il y a comme bon plan? Est-ce qu'il y a des véhicules aujourd'hui, tu conseillerais d'investir en te disant ça, à 5, 10 ou 20 ans, ça devrait faire un carton? Est-ce qu'il y a des choses un peu oubliées ou alors tout a déjà une cote et déjà Il y a des au voitures, juste prix? ouais, il y a des voitures qui ont des cotes qui augmentent. Il y a des voitures qui ont été pendant longtemps pas mal aimées, mais qui ont été un peu à l'oubli. Puis Par qui ont- exemple? Bah, on prend une Dino 246, c'est une voiture qui aujourd'hui vaut pas mal d'argent, alors qu'il y a quelques années, bon, elle était un peu boudée parce que c'était la Ferrari du pauvre. Ouais. Donc voilà, c'est un exemple. Combien ça vaut aujourd'hui à peu près ça, d'occasion? Je sais même pas. Samuel, il doit savoir, Samuel, au il a une tête à 400, savoir. dans les 400, ouais. 400. Ouais. 400 euros? 400 €, oui, bien sûr. Ouais, c'est moins la voiture du pauvre qu'avant quand même. Voilà. Ouais. Non, mais il y a des voitures, les vieilles Porsche, par exemple, les Porsche classiques, les premières 911, pendant très longtemps, n'intéressaient plus personne. On achetait ça pour 3 francs 6 sous. Et si on achetait une Targa, c'était encore pire parce que la Targa n'intéressait vraiment personne. Et aujourd'hui, il y a un renversement complet de situation. Aujourd'hui, les heureux propriétaires des Targa classiques des années entre 64 et 74, bah, Ouais. ça a été, il y a un zéro de plus derrière par rapport à il y a 30 ans. Et les voitures de collection françaises? Tu rappelles qu'on a Il y a des inventé tas l'automobile. de voilà, il y a des modes. C'est sûr que les heureux propriétaires de DS Cabriolet, par exemple, le prix d'une DS Cabriolet est stratosphérique par rapport à une DS qui est déjà bien placée aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Elle a quitté le statut de voiture de loulou de banlieue pour devenir une voiture aimée et restaurée. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'aujourd'hui on est dans la restauration à l'origine. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui a quand même pas mal bougé ces dernières années. Et nous, enfin, au niveau des médias, on essaye de cultiver tant qu'on peut, dire tant qu'à restaurer une voiture, restaurez-la dans l'esprit d'origine. Retrouvez un coloris qui correspond à l'année. Ça ne peut être que mieux pour l'intérêt historique du véhicule et pour la valeur potentielle du véhicule. Donc voilà, ensuite il y a tout un phénomène, je dirais, et tant mieux, moi j'en suis totalement partisan, de se dire, si on restaure une voiture, tant qu'à faire, faisons-le dans l'esprit d'origine. Et les voitures américaines hein, qui nous ont fait rêver, ça existe toujours. Il y a toujours une cote, il y a un engouement. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah bon, c'est en gros les voitures américaines qui plaisent le plus, c'est les Corvettes et les Mustangs, dans lesquelles il faut faire vachement attention parce qu'il y a vraiment de tout.
Il y a des très beaux exemplaires et il y a des trucs complètement maquillés. Donc il faut être très vigilant. D'où vraiment l'importance de ne pas hésiter de se faire entourer le jour où on veut acheter une voiture de quelqu'un qui connaît le modèle et la marque. Parce que le nombre de gens, moi, qui m'appellent en pleurnichant en disant oh, j'ai acheté une voiture qui revient des États-Unis, elle était complètement maquillée. Voilà. Alors parfois, on fait de très bonnes acquisitions. Hein. Il faut être très clair. Je ne veux pas non plus être négatif. Mais voilà, il faut être vigilant. Et c'est un vrai métier. Donc il faut pour que ça ne devienne pas un cauchemar et que ça devienne au contraire un plaisir, il faut vraiment y aller avec quelqu'un qui connaît et qui vous dira là c'est pas mal, là c'est moyen, là c'est non. Non. Pas y aller. Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Tes clients voilà, ils achètent intelligemment, ils se font aussi avoir comme dans la moyenne des gens dont parlait François? Non, ils ne se font pas avoir parce qu'ils nous sollicitent. Donc, Ah, le tiers de confiance, c'est toi, l'expert. voilà, exactement, c'est notre métier, c'est des tiers de confiance. Donc, quels que soient leurs besoins, on a une réponse à leur apporter. Ça, c'est bien, il faut toujours dire oui. Hein. Voilà. Non, c'est pas toujours dire oui, c'est toujours apporter une réponse. C'est un peu différent. Et tu confirmes qu'il y a des petits margoulins qui importent en France des voitures Alors, je peux que être d'accord, surtout sur c'est quand même un peu le sport international d'importer des voitures américaines, de mettre ce qu'on appelle de la choucroute, c'est-à-dire. C'est quoi la choucroute? La choucroute, c'est un genre c'est un genre de mastic que tu mets pour boucher les trous et ensuite tu repeins par-dessus. C'est pas du fond de teint, c'est de la choucroute. Ouais. Et donc quand tu es à 5 mètres, c'est super. Quand tu es à 1 mètre, c'est à peu près pas mal. Et puis quand tu passes un tournevis à travers, ça va plus du tout. Et donc là, tu peux effectivement te retrouver avec une voiture magnifique sur les photos, magnifique même dans des ventes aux enchères, faut pas rêver. Vraiment très très belle. Et puis le jour où tu la ramènes chez toi, tu roules sur un nid de poule. Ça repart en Alsace, quoi. T'as un bout qui tombe. Et puis alors là, d'un seul coup, tu te rends compte que ton auto, il faut remettre, que tu as acheté 50 000 €, il faut remettre 50 000 € de travaux pour qu'elle soit belle. Donc déjà là, c'est plus la même. Elle est belle et chère, ça peut. Ouais. Et si tu la vends la moitié du prix. Donc effectivement, faut être prudent. Ouais. Effectivement, le temps passe, et au bout de 30 ans, votre véhicule de tourisme sera donc éligible à la qualification de véhicule de collection. Tout à fait. Mais encore une fois, ce sera votre décision de l'immatriculer pour les raisons évoquées en véhicule de collection ou pas. Rien ne vous y oblige. Alors Samuel, est-ce que tu aimes bien Aston Martin aussi? Pour apporter juste un complément de réponse sur le premier point, nous ce qu'on voit, alors moi je les ai pas connus parce que mes clients sont généralement plus âgés que moi. Tu as 28 ans, c'est ça? Et surtout, ceux qui ont acheté des voitures neuves, elles sont pas encore en voiture de collection. Donc, mais par contre, effectivement, on voit des clients qui les ont gardés pendant 30 ans, ça arrive, mais c'est relativement rare. Par contre, on voit souvent des clients qui cherchent aujourd'hui à retrouver leur auto qu'ils avaient à l'époque. Donc c'est un peu, parfois le jeu du chat et la souris, de savoir où est passé mon Aston que j'avais dans les années 80. Avec ma petite copine de l'époque. Voilà, et donc les gens la cherchent. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de gens qui cherchent, et peut-être que certains d'entre vous cherchent une voiture qu'ils ont perdue. En tout cas, ouais, ça arrive. Et deuxième point, peut-être que tu veux répondre, François, sur l'investissement. Alors, juste pour finir ce que tu viens de dire, effectivement, on constate souvent qu'en collection, on commence par un souvenir d'enfance. C'est souvent comme ça que ça commence la collection. C'est racheter la Madeleine de Proust. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'Austin Mini que maman avait il y a 40 ans. Ça la peut R16 être du papa. La R16 du papa. Ça peut être tout. Donc ça commence souvent par là. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement aujourd'hui dans les restaurations, on a souvent, et là on prépare nous un épisode là-dessus, quelqu'un qui rachète une voiture et qui va dépenser 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix que vaut cette voiture. Parce que c'est un souvenir de famille et il le fait pour la garder, bien évidemment, pas pour la revendre. Donc ça, c'est formidable parce que ça fait bosser des artisans. Et donc là, c'est la vraie passion au sens large. Alors ensuite, sur l'investissement, moi, évidemment, je suis plus sur la passion que sur l'investissement. Mais on peut effectivement se dire que certaines marques, il y a des marques qui sont très fiables. C'est vrai que les Porsche, en règle générale, sont des autos fiables. Donc ça, c'est des voitures sur lesquelles on peut, en règle générale, si elles n'ont pas été justement maquillées, si elles sont d'origine, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le carnet. Donc les voitures possèdent ou pas un carnet d'entretien qui indique ce qui a été fait au fur et à mesure des années et puis le nombre de propriétaires, sachant qu'évidemment, il faut toujours préférer a priori une voiture qui a eu peu de propriétaires qu'une voiture qui a changé de main tous les étés. Encore que, mais bon, en règle générale, c'est ça qu'il faut privilégier. C'est des voitures qui sont effectivement globalement fiables. Alors, il y a des voitures qui montent, des voitures qui stagnent, des voitures parfois qui redescendent en côte. Pour moi, l'important, c'est de les faire rouler, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on peut acheter effectivement un tableau, une sculpture. Par définition, c'est statique. Une voiture, il faut vraiment la faire rouler. Et en plus,
quand on fait rouler des voitures, alors soit soi-même, si on aime ça, soit la prêter à des copains. Ça peut être un bon prétexte aussi pour les faire rouler. On peut participer à des événements type Tour Auto ou autres qui permettent de faire vivre ces voitures, de les montrer. Pourquoi pas les prêter pour des salons, pour des expos, pour des choses comme ça. Et en plus, on se dit qu'on a fait un investissement intelligent. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, j'ai investi, je la revendrai sûrement plus cher plus tard, mais en plus, elle vit. Je ne dis pas ça pour ceux qui ont des voitures dans les box du Port-Franc de Genève, mais je trouve ça un peu dommage. Les assurances pour les voitures de collection sont bien moins chères que les voitures modernes. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que statistiquement, les voitures de collection roulent beaucoup moins, ce qui n'est pas forcément dans l'hémisphère de certains politiciens à tendance écologiste, qui n'ont pas compris qu'en fait, quand on roule peu, on pollue peu. Mathématiquement, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Et parce qu'en fait, les collectionneurs sont statistiquement des gens beaucoup plus sérieux et raisonnables. Pourquoi ? Parce que souvent, ils ont mis des années à restaurer leur voiture et ils y tiennent énormément. Donc, ils sont plus prudents que la moyenne, même si, bien sûr, on n'est jamais à l'abri de se faire rentrer dedans. Mais c'est vrai que pour ça, si les assurances et toutes les assurances pour les véhicules de collection sont nettement moins chères que les véhicules modernes, c'est parce que les assureurs savent très bien qu'on est globalement très raisonnable, qu'on roule beaucoup moins. Et donc, c'est ça qui justifie, et c'est un très bon prétexte vis-à-vis de l'opinion publique et des décideurs, de dire, vous voyez, si les assurances sont très peu chères en collection, voilà, les assureurs ne font pas ça pour s'amuser, et c'est parce qu'il y a une raison très claire. Il y a combien de voitures de collection qui roulent régulièrement en France, selon toi ? Alors, on estime, la FFVE a fait un calcul, on estime qu'il y a environ 100 000 voitures qui roulent régulièrement en France, sachant qu'il y en a beaucoup plus, bien sûr, encore dans les granges, les parkings, etc. Ce serait aux alentours de 100 000 véhicules. Ce qui donc est très très peu, hein. C'est 0,0 je sais pas combien % du parc roulant. Bon, Samuel, tu as la 1500, t'as encore du boulot. Hein. Ouais, on travaille. Combien ça coûte d'ailleurs tes prestations, Samuel, pour les garer en toute sécurité ? Alors nous, ça dépend vraiment de la localisation. Évidemment, on a une vingtaine de sites. Quand on est à Londres, à Chelsea Harbour, quand on est à Avenue Foch ou quand on est à Orléans, évidemment, les prix sont pas du tout les mêmes. Ça va de combien à combien ? Mais globalement, ça va de 150 € à 450 € dans les endroits les plus chers. Voilà. Entre Orléans par mois. et Londres par mois, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, les ZFE, on va être très clair, c'est la plaie pour le principe de la voiture ancienne, mais il y a des dérogations. Alors, la dérogation, il ne faut jamais oublier que ça se retire du jour au lendemain. Donc, il suffit qu'un maire, et vous savez que toutes les grandes villes sont passées aux mains des écologistes, donc les maires acceptent des dérogations pour l'instant pour les véhicules de collection. Donc, c'est là qu'effectivement, il y a une différence entre ceux qui sont en carte grise de collection et ceux qui ne le sont pas. Sachant que par contre, au niveau des assurances et autres, ça ne change rien. Que vous ayez une vieille DS qui est immatriculée en collection ou pas en collection, vous bénéficiez d'un tarif collection, puisque là, il y a une nuance. La notion de carte grise de collection n'a de différenciation que dans certains cas de figure, mais ce n'est pas général, ça ne change rien. Pour l'assurance notamment, ça ne change rien. Donc ça, c'est important de le savoir. Ensuite, les ZFE, oui, il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus. Il est évident qu'à terme, on fera tout pour exclure, entre guillemets, les voitures anciennes. Mais c'est ça l'intérêt aussi de la carte grise de collection, qui pour l'instant est de 30 ans, mais il est fortement question qu'elle soit repoussée à 35, peut-être à 40. Pourquoi ? Parce qu'on rentre aujourd'hui dans une problématique différente, c'est qu'un certain nombre de personnes extrapolent la carte grise de collection et essayent de faire passer en carte grise de collection des voitures qui en fait ne sont pas des voitures ne sont pas utilisées et pensées comme des voitures de collection. Je prends l'exemple de gens qui roulent avec des vieilles 205 et qui donc peuvent effectivement en demandant une carte grise de collection parce que la voiture a plus de 30 ans, ou les premières Twingo, les toutes premières sont éligibles en collection. Le problème, c'est qu'on sait très bien en off qu'aujourd'hui, un gars qui roule avec une 205 GTI restaurée de A à Z, c'est une voiture de collection. Le gars qui roule avec une vieille 205 GLD pourrie, c'est pour aller bosser. C'est clair, c'est pour se déplacer justement. Donc le problème du système, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui utilisent le système et qui le détournent et qui sont quelque part malhonnêtes intellectuellement, mais qui utilisent ce système parce que avec une carte grise véhicule de collection, voilà,
Théoriquement, ils n'ont pas le droit d'aller travailler avec leur voiture parce que c'est théoriquement exclu des contrats d'assurance. Bon, mais voilà, le problème, en fait, il est là. C'est pour ça que l'idée de repousser la carte grise de collection de 30 à 35, voire à 40, a beaucoup de partisans, parce qu'effectivement, ça permet de reculer l'âge, et notamment parce que le passage au tout électronique, l'époque où les voitures deviennent complètement électronisées de partout, est aussi une source de complications. Donc le phénomène des young timers, aujourd'hui, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un très jeune qui a envie de collectionner une voiture de son enfance, c'est forcément une voiture que nous, on a connue neuve en concession et pour lequel on a du mal à percuter que c'est devenu une voiture de collection. Mais pour quelqu'un qui a aujourd'hui 25-30 ans, une voiture de collection, bah, c'est une voiture de son enfance. Donc Une voiture des années 2000. Quoi. Voilà, c'est une voiture des années 2000. Voilà. Désolé, voilà. désolé, je voulais pas plomber C'est l'ambiance. pas terrible cette soirée. Hein, non, J'étais maladroit. Est-ce qu'ils sont riches, tes clients, Samuel? Est-ce qu'ils sont riches? Ils ont les moyens d'acheter des autos d'exception, oui. Sur tes 800 clients, ils sont tous riches. Ils ont tous les moyens d'acheter des autos d'exception, oui. Oui. Nous, on a des clients qui s'expatrient de temps en temps, donc ça nous arrive de faire des exports de véhicules. C'est un process qui est assez cadré, en fait. Ça dépend vraiment du pays. Hein. C'est très spécifique au pays. L'Australie est un peu sur le même modèle que les pays asiatiques, c'est-à-dire d'avoir des très grosses taxes à l'import sur les véhicules. Un pays, on a exporté une voiture en Inde pour un collectionneur indien, c'est quand même 200% de taxes sur la valeur du bien. Oui. Donc une voiture à 100 000, ça fait 300 000 à l'arrivée. Bon, donc on commence à réfléchir avant de l'acheter, quoi. Donc voilà. Après, la valeur du marché local est alignée sur le prix taxé. Hein, donc oui, c'est ça. Tout est cher, quoi. Voilà. Benjamin, il y a pas un bon plan là pour investir et apporter en Australie pour aider Emma? Alors, pas dans ce sens-là, mais dans l'autre, pour une importation, quand votre véhicule est considéré comme un véhicule de collection, que vous avez donc fait le choix de le classer en véhicule de collection, vous avez, en contrepartie, ce qui est quand même heureux, un dédouanement et une TVA à 5,5% en importation. Voilà, c'est un véhicule de collection. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça peut avoir évidemment un intérêt de classer un véhicule en véhicule de collection, ou en tout cas de faire le choix, la voiture allemande de vos rêves, la BMW de vos rêves, ou alors l'Aston Martin, de la faire venir en tant que véhicule de collection en France. Oui. Contre 30% pour une voiture moderne, hein, de taxes à l'import. Hein. Donc c'est significatif. C'est significatif. Alors dans les clubs, il y a, comme partout, il y a des gens parfois assez compétents, et donc il y a des monomaniaques, des gens qui sont très monomodèles, monomarques, mais qui du coup connaissent quand même bien le sujet. Il y a donc des gars qui parfois connaissent les numéros de série par cœur. Bon, on apprend par cœur ce qu'on veut. Hein. Il y en a, c'est les numéros de série de voiture. Donc Ils comptent la nuit, ils n'ont pas les boutons, mais les numéros. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a des gens très très pointus là-dedans. Et effectivement, tant mieux. Il y a des experts automobiles spécialisés dans les voitures de collection. Et puis, alors, ce qui est formidable aussi, parce que ça, c'est un point que je voulais aborder quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui manifestement un regain pour la collection, parce qu'il y a des écoles de formation, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur les jeunes, c'est hyper important de voir, et ça c'est un phénomène assez nouveau, des écoles comme le GARAC, qui est l'école d'État officielle qui forme à tous les métiers de l'automobile, qui a ouvert maintenant il y a 3 ans, qui a réouvert il y a 3 ans, des diplômes spécifiques pour la mécanique et pour la carrosserie de véhicules anciens. Donc ça, c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une demande qui émane des jeunes aujourd'hui à se former au métier de l'automobile de collection. Il y a des organismes comme le CNVA, donc Conservatoire national des véhicules anciens, qui lui n'est pas reconnu encore par l'État, mais qui par contre a une particularité, notamment pour les gens qui veulent changer d'orientation en cours de route. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai fait un truc avec eux il y a 7-8 ans, un petit film, et on s'aperçoit que dans ces écoles-là, on a aujourd'hui des gens qui sont parfois cadres dans des grosses boîtes, qui à un moment donné en ont ras-le-bol, veulent changer d'orientation et passent à 45 ans un CAP mécanique. Bon, ou des gens qui, là, il y a, dans la formation qui est en cours actuellement, il y a 2 gars qui ont très bien réussi dans les affaires, qui ont revendu leur boîte, très bon prix, et qui ont eu envie de se faire plaisir. Ils se forment en passant, pareil, ils ont 50 ans, ils passent des CAP mécaniques et autres,
parce qu'ils sont passionnés par les voitures anciennes et ils ont décidé de s'y mettre après avoir eu une carrière très brillante dans l'industrie. C'est génial. Je veux dire, quelque part, ça prouve qu'on peut aussi de temps en temps s'offrir cette envie passionnelle. On a mis de l'argent de côté et on passe à une passion. Et ces clubs de collectionneurs, là, ils sont ouverts, ils sont sympas ou c'est de l'entre-soi où on parle que de bagnole et à la fin on a envie de le tuer? Il y a deux choses différentes. Ça dépend de la marque. Voilà, ça dépend un peu de la marque, c'est vrai. On va se parler franchement. Alors moi je passe un peu pour le clown évidemment parce que moi je suis un affreux Jojo qui fait des émissions grand public à la télé, donc je passe un peu pour le vulgarisateur de la question. Bon, donc j'ai des gens qui m'adorent et j'ai des gens qui me haïssent, mais je pense vraiment qu'il faut élargir le cercle, c'est l'intérêt de tout le monde. Et il y a dans certains clubs effectivement un problème de rester dans l'entre-soi qui est un vrai souci parce que c'est des clubs où les gens ont une moyenne d'âge extrêmement élevée. Ils ont du temps. Et ils ont du temps et ils oublient surtout que s'ils n'ouvrent pas le cercle, ils vont mourir. Enfin, mourir à tous les sens du terme. On se comprend. Ah voilà, bon débat. Non, mais c'est hyper important. En plus, la voiture ancienne, j'insiste aussi là-dessus, j'essaie de le faire transmettre, c'est un des rares sujets qui peut être intergénérationnel. Absolument. Le vin aussi. Hein. Oui. Et absolument. Donc c'est un sujet qui peut intéresser le père, le grand-père, le fils, le petit-fils. C'est un des sujets qui peut réunir une famille. Alors, quand je dis fils ou petit-fils, ça peut être petite fille et fille, hein, bien sûr. De 7 à 77 ans. On s'entend bien. Fille, quoi. Voilà, donc Samuel, hyper ils sont important. comment tes clients, tes 800 clients riches là? Ils sont genre entre eux ou ils sont ouverts? Non, ils sont très ouverts et on a une grosse thématique de club en interne. C'est-à-dire que quand on est chez nous, quand on est chez Cars Up, on n'est pas que dans une société qui va laver ta voiture. On organise aussi pas mal d'événements, etc., etc. Et je compléterai juste le propos sur la qualification des gens pour entretenir les autos d'exception ou de sport. C'est vrai que c'est un très gros sujet et nous, cette année, on a internalisé la formation. On a monté un pôle de formation au siège à Orléans parce qu'effectivement, on recrute beaucoup de jeunes et des moins jeunes et aussi des gens en reconversion. Je te rejoins complètement là-dessus. On a un biologiste qui est arrivé chez nous pour aller s'occuper des autos dans les parkings. Oui. Donc, c'est des gens. Et donc, on a monté un module en interne parce qu'effectivement, il y a des besoins, il y a de la demande. Et en face, l'offre en termes de candidats est réduite, quoi. Et François, qu'est-ce qui se passe hors de nos frontières? On a la même pénurie de talent pour s'occuper des voitures de collection en Angleterre, quand même, qui est aussi un des berceaux en Allemagne, par exemple, en Italie aussi, hein, le fameux cheval copain. On a quand même la chance, nous, en Europe, d'être dans des pays qui, globalement, aiment l'automobile, parce que c'est un peu le berceau, mais bon, pas que, hein, les États-Unis, etc. Mais on a un peu le même problème partout. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Et alors, c'est pour ça que moi, je suis d'autant plus heureux de voir qu'aujourd'hui, il y a des formations qui se font un peu partout et un regain d'intérêt, notamment des jeunes. Et je pense vraiment que c'est hyper important de pousser les jeunes à venir dans les manifestations, à participer à des événements, à des rallyes, à des choses comme ça. Garçons ou filles, hein, bien sûr, parce que c'est pas du tout. On est sur un milieu qui n'est pas, heureusement, que masculin. C'est hyper important. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont. Moi, dans cette émission dont je m'occupe, on ne fait pas que de la voiture, on fait aussi un petit peu de ferroviaire, un peu d'aviation, on fait pas mal de choses et on s'aperçoit que c'est des univers très très parallèles, hein, l'avion de collection, le bateau de collection, et il y a plein de jeunes, et notamment de jeunes femmes qui sont dans cet univers-là. Moi j'ai fait un truc avec des passionnés de locomotives à vapeur il y a quelques mois, et alors que même moi qui suis pourtant, j'ai le double de l'âge de Samuel, pourtant j'ai pas connu la vapeur. Pas encore. Voilà. Et il y a des jeunes femmes de 25 ans qui aujourd'hui sont dans les clubs de voitures anciennes, dans les clubs de bateaux anciens et dans l'aviation ancienne, chez Salis à La Ferté-Alais. Ils sont toute une troupe de jeunes gens qui sont passionnés par ça, par les avions de Blériot, par les Morane-Saulnier, tout ça, enfin bon, qui sont les avions de leurs arrière-grands-parents quand même. Ça, c'est un très 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 bon signe. Et pour les voitures en Europe, quel est le peuple le plus passionné? Les Anglais. Ouais. Les Anglais. Ouais. Culturellement, c'est les Anglais. C'est les Anglais, ouais. Bah, quand on a des événements comme Le Mans classique ou autre, c'est les Anglais déboulent, et c'est eux qui font quand même une grosse partie du troupeau. Et en deux, c'est qui? Je dirais que c'est les Allemands. On les oublie souvent, mais c'est le deuxième pays d'automobile d'Europe, hein, l'Allemagne. Pas d'accord, François? Je dirais que pour la collection, c'est peut-être quand même nous. Ouais, peut-être. Non, peut-être. Peut-être. Mais en T'as tout cas... 28 ans, du respect pour les vieux. Hein. Attention. Non, c'est pour ça que j'ai dit d'accord. Moi, l'arrêt du thermique à 2035, j'y crois pas du tout. L'Italie fait déjà marche arrière depuis longtemps. L'Allemagne fait marche arrière aussi maintenant. Alors que si l'Allemagne fait marche arrière, c'est pas rien.
parce que c'est quand même un pays précurseur dans le domaine de l'écologie, enfin de la dite écologie. Pour un pays qui est partisan de l'usine à charbon, je trouve que c'est assez bizarre, mais bon, bref. Donc non, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que de toute manière, tout ça, ce sera repoussé. Je pense que, comme d'habitude, et l'histoire l'a montré, l'avenir, il est pluriel, c'est pas l'électrique, quoi. L'électrique est une solution pour plein de trucs, hein. Je suis pas du tout anti-électrique. L'électrique en ville, notamment, pourquoi pas, c'est une bonne idée pour les scooters, pour des petites voitures de ville, etc. Bon, maintenant, je pense que l'électrique est un des éléments, mais ne sera pas l'élément primordial. Moi, je n'y crois pas. Je pense que tous les constructeurs vont faire bloc et feront marche arrière petit à petit. On ne sait réellement pas quelles sont les réserves en pétrole, en carburant fossile. Tous les constructeurs, Porsche les premiers, mais tous les constructeurs bossent évidemment depuis très longtemps sur les carburants de synthèse. Il y a plein d'hypothèses à ce niveau-là, y compris des choses qui colleront parfaitement aux voitures anciennes. Donc moi, je suis beaucoup moins inquiet que l'espèce de climat anxiogène actuel. Benjamin, commentaire sur la fiscalité en 2035 ? Alors déjà que ça change énormément d'année en année, donc en 2035, les cartes auront été rebattues. Oui. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que cet investissement passion ne s'arrête pas et ne se tarisse pas. Et toi, Samuel, tu seras où en 2035 ? Tu auras levé 600 millions et tu seras riche ? Je me le souhaite. Allez, ça sera un client de Pierre, bien sûr. Non, 2035, j'en ai aucune idée. J'espère qu'on aura fini de développer, qu'on sera un des premiers acteurs mondiaux, en tout cas de ce qu'on fait. Et j'espère que surtout on continuera à accompagner le plus de clients possible, avec la meilleure qualité possible surtout. C'est surtout ça. On te le souhaite. Samuel, toi, tu as 28 ans, donc indépendamment de ton business. Est-ce que tu as beaucoup de tes copains qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont passionnés comme tu l'es, qui ont une appétence? J'ai un biais parce que forcément, je me lie d'amitié aussi avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Donc voilà. Mais là où je voudrais être juste un tout petit peu plus rassurant, c'est que nous, aujourd'hui, dans la moyenne d'âge de nos clients, on a quand même beaucoup de clients qui ont moins de 40 ans. Hein. Donc, qui sont des jeunes entrepreneurs, des cadres dynamiques ou autres qui commencent à avoir les moyens. Ouais. Pas oublier que quand on a 20 ou 30 ans, on n'a pas les moyens d'acheter une voiture de sport. C'est vrai aussi. Ouais. Ni de collection, hein. Il y a des choses qui passent ni avant. Ni de payer l'assurance d'ailleurs parfois. Ni de payer l'assurance. Alors l'assurance, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ouais. Mais cela dit, quand on est jeune permis, c'est juste pas envisageable. Mais on voit quand même des jeunes, hein, des gens qui ont moins de 40 ans, qui achètent des voitures de sport, des voitures de collection et qui prennent goût, quoi. Benjamin, pourquoi est-ce qu'il faut rester positif avant la synthèse et la conclusion de Pierre ? Alors en fait, on parle beaucoup de véhicules de collection, mais on parle beaucoup de voitures, mais il n'y a pas seulement les voitures. C'est juste un tout petit détail. On peut très bien, déjà les voitures de collection ont un panel de prix de peu à beaucoup, mais il y a également les motos de collection, les camions de collection, un vieux berlier. Donc il n'y a pas non plus que la voiture. Donc le marché est d'autant plus large qu'il n'y a pas seulement 4 roues en fait. Voilà. Les camions, François, il y a des gens qui collectionnent moi, des camions. Effectivement, nous, on s'est lancé un petit peu. Moi, j'ai toujours été partisan de ne pas faire que de l'automobile, même si c'est le cœur, évidemment, de l'émission. Mais quand on a fait notre premier tracteur, j'avoue que... Un tracteur de collection. Ah ouais, j'étais un peu sceptique le lendemain matin. On a les audiences à 9h. J'étais un peu en panique, genre, bon, ça va être la cata. Gros score dans la bosse. Hein. Et en fait, les tracteurs de collection, en France, ont un succès de dingue. T'as là, Samuel, dans ton garage, là ? Alors c'est très drôle parce qu'on travaille beaucoup avec les maisons d'enchères. Et effectivement, on avait l'année dernière, on a travaillé avec Bonhams, pour ceux qui connaissent, sur une vente, et on avait un tracteur Porsche. Donc voilà. Un tracteur Porsche. Comment ça vaut un tracteur Porsche ? J'en ai aucune Ça idée. démarre très, très bas. On peut avoir des beaux tracteurs Porsche à partir de 6-8 000 euros. Ah oui. Et donc, quand les Porschistes ont hurlé parce qu'on a introduit le moteur diesel chez Porsche, en fait, ça faisait très très longtemps que les tracteurs Porsche étaient en diesel. Bon. Non, mais blague mise à part, les bus de collection, les tracteurs de collection, les bateaux de collection. Et les motos aussi ? Les motos de collection. Il y a beaucoup de motos qui sont exposées dans des... On met sa moto chez soi. Ouais. Et en termes d'investissement, le tracteur et la moto, c'est aussi un truc intéressant ? Peut-être moins, mais plus bon, spécifique. C'est plus spécifique. C'est plus spécifique. Donc mais il y a un côté très passionnel. Il y a beaucoup de passion dans tout ça. Et nous, voilà, même si on ne met pas un pourcentage dans l'allocation d'actifs sur la passion, on est capable d'accompagner nos clients et d'en parler avec eux et de les conseiller sur ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup d'être présent ce soir. Et merci à toi, Alain, pour l'animation de cette soirée. Je t'en prie, Pierre. Alors...